plus de dérogations à la base. Et les dérogations ne sont pas seulement pour des contrats collectifs, elles sont pour des contrats individuels de gré à gré, et qui échappent même à un droit collectif. Puisque Valls veut promouvoir pour le 1er janvier 2017, c'est ce qu'il appelle le certificat, le compte personnel d'activité. Le compte personnel d'activité. C'est-à-dire où vous êtes toute votre carrière, même à travers plusieurs entreprises, apprécié selon ce qu'il y a sur votre compte en formation, en pénibilité, en compte épargne-temps, etc. Vous aurez bientôt une carte professionnelle, carte à puce, comme le livret ouvrier du 19e siècle, entre la Révolution française et Napoléon III, sur lequel vous serez entièrement capté professionnellement et jugé professionnellement, sans qu'il y ait des conventions collectives auxquelles vous soyez rattachés, et alors qu'il n'y aura plus d'ordre public social et de droit. Ça, c'est leur projet pour y arriver. Mais ils avancent. Rassurez-vous, ils n'y arriveront jamais. Mais ils avancent. Il faut comprendre ce qu'ils veulent faire pour s'opposer à eux. Il ne faut pas croire que la flexibilité sous cette forme, que la destruction du droit sous cette forme, ça soit facile à faire contre nous. Il ne faut pas croire qu'on ne peut pas l'empêcher. Mais il faut comprendre comment ils pratiquent. Parce que ça vient de loin. Après la loi Fillon, entre 2004 et 2008, ils ont déjà recodifié le Code du travail. Tout le monde a oublié ça. Il y avait une ordonnance de 2004, prétendument pour le rendre visible. Il y avait une ordonnance de 2004 pour le réécrire à droit constant et le simplifier en le réduisant. Et ça a été fait. Tout le monde l'a oublié. Chirac a promulgué un nouveau Code du travail le 17 mars 2007. Le Sénat a voté dans la nuit du 23 septembre 2007 un nouveau code de 994 pages format A4. Ils l'ont voté en 20 minutes alors qu'ils l'avaient reçu la veille. L'Assemblée nationale a voté la recodification du Code du travail entièrement dans la nuit du 4 décembre 2007. J'étais un des rares à l'époque à hurler en disant attention, il touche à tout le Code du travail, tout ça, etc. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils ont enlevé, tenez-vous bien, 10% du Code. Un livre sur 9. 500 voix. Ils ont enlevé tout ça en une seule fois. Quand ils disent qu'il est trop gros, ils l'ont déjà diminué. Et à l'époque, ils ont divisé les 1150 lois qui restaient en 3850, en renumérotant avec des alinéas différents. Ce qui fait qu'il paraît qu'il y a 3853, mais il y en a 500 moins qu'avant cette opération. Mais personne n'a regardé ça de près. Ça s'est passé entre 2004 et 2008, et c'est rentré en vigueur le 1er mai 2008. Moi, à l'époque, j'ai fait des dizaines d'articles, je faisais des réunions partout en disant attention, il va sur le Code du travail. Mais personne ne bronchait. Quand Chirac a promulgué ce code-là, en mars 2007, c'était en pleine campagne présidentielle. Pas un candidat n'a accepté d'en parler. Personne. C'est comme si le code était extérieur. Pourtant, il y avait de quoi dire. Par exemple, je vais vous le montrer. Il remplaçait, quand il y avait marqué prud'homme, il remplaçait par autorité judiciaire. Alors moi, je dis, c'est un scandale, les gens me disent, mais non, autorité judiciaire, ça peut être des prud'hommes. Ah bah oui, mais maintenant, ils sont passés au tribunal administratif, à la place de la chambre sociale, et ils vont laisser tomber les prud'hommes pour qu'on passe à des commissions d'arbitrage. Et déjà, ils avaient ça dans le mille. Dans la recodification, ils avaient remplacé inspection du travail par autorité administrative. Je hurlais aussi. Mais on me disait, mais non, autorité administrative, l'inspection, c'est une autorité administrative. Sauf que quand on est dans le domaine du droit, chaque mot, chaque virgule a son sens. Et donc, en vérité, c'était pour remplacer maintenant l'autorité administrative, c'est l'inspection du travail, par les directs. Et les directs, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a encore des directions du travail. Départementales, régionales, mais il n'y en a plus. Les directs, c'est ces directions des entreprises, pas du travail. Et ça change tout. Parce que c'est plus des inspecteurs du travail qu'on travaille dans les entreprises qui deviennent directeurs. Maintenant, c'est des directeurs nommés par le haut, des NARC ou autres, et qui sont absolument politiques aux ordres du préfet. C'est pas du tout la même histoire que les directions anciennes du travail. Donc chaque fois que vous avez déplacé des termes comme ça dans la recodification, vous avez préparé ce qui nous arrive aujourd'hui. Et évidemment, ils en avaient conscience, ils savent où ils veulent aller. C'est le plan du MEDEF depuis le début, à 100%. Faire reculer le salariat en tant que tel. Ils nous trouvent trop forts. On fait 93% des actifs, tous les salariés. Ils nous trouvent trop nombreux. Il faut revenir à des indépendants plus vulnérables que les salariés.
pour revenir à des auto-entrepreneurs, tout le monde auto-entrepreneur, de façon à ce que nous perdions nos droits. Alors, c'est une vieille histoire, la défense du salariat. Il y a quelques-uns d'entre vous ont vu un film qui s'appelle Quémada. C'est un film de Gilles Conté-Corbeau. C'est sur un soulèvement des esclaves dans une île, je crois que c'est Haïti. Et les esclaves se soulèvent, et les propriétaires terriens les flinguent, bien sûr. Mais ils se soulèvent encore et encore, et les propriétaires terriens commencent à avoir peur. Et l'acteur principal du film, c'est Marlon Brando. Et Marlon Brando tient une réunion des propriétaires terriens. Il leur dit, mais allez, arrêtez, libérez les esclaves, libérez-les. Ils vous coûtent trop cher, vous êtes obligés de les prendre à la naissance, vous avez des enfants, ou les femmes, et puis après ils sont malades, et puis après ils sont vieux, et vous les avez à charge toute votre vie, toute leur vie, c'est trop cher l'esclavage. Faites-en des salariés, vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux, ils se démerderont pour tout le reste, les enfants, le toit, etc. Payez-les juste quand vous avez... C'est mieux les salariés que les esclaves pour vous. Et les propriétaires terriens, on a en partie été convaincus dans ce film. Parce qu'aussitôt après l'esclavage, il y a la liberté. Mais après, on n'a plus rien. Juste le paiement comme loueur de bras ou comme journalier, comme on disait. Et il nous a fallu 170 ans pour obtenir les cotisations sociales. C'est-à-dire des sous pour reproduire la force de travail, des sous pour l'éducation, des sous pour le logement, des sous pour les enfants, des sous pour la maladie, des sous pour le chômage, des sous pour la retraite. Il nous a fallu reconquérir une partie de ce que les esclaves avaient avant, et c'est ce qu'on appelle notre salaire brut. Et tous les matins, quand on se réveille, maintenant ils nous disent qu'il faut alléger les charges. Alors, ils ne disent pas alléger le salaire brut, ça serait trop dangereux. Ils appellent ça des charges, alors que c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. La cotisation sociale. C'est quand même le part du salaire mutualisé mis dans un pot commun redistribué à chacun selon ses besoins. C'est ce qu'on peut rêver de meilleur pour les salariés, cette mutualisation-là. Et c'est ça qu'ils appellent une charge. Moi je dis que c'est un bonheur. Et s'ils disaient tous les matins, il faut alléger votre bonheur, il faut alléger votre bonheur, ça passerait pas. Donc ils ont trouvé un pseudonyme, ils disent que c'est des charges. Menez la bataille tout le temps, hein, vous le savez dans cette salle, mais ne laissez jamais quelqu'un parler de charges sans le reprendre. Vous dites ça n'existe pas les charges, ni dans le code du travail, ni dans le code de la sécurité sociale. Appelle un salarié, c'est un subordonné, et ce que tu appelles charge, c'est des cotisations. Et les cotisations, on y tient, parce que c'est notre salaire brut que tu mets en cause quand tu dis qu'il faut baisser les charges. Et ça, c'est lié dans le code du travail à l'histoire de la construction du salariat, et c'est ça qu'ils veulent mettre en cause quand ils veulent vous réduire comme des VTC, à payer vous-même vos cotisations et à ne plus avoir de salaire brut au nom de la baisse généralisée du coût du travail. Donc voilà, on a des aspects de comment se transforme et comment ils veulent le faire avec la recodification. La recodification, vous savez, de 2008, elle est rentrée dans les textes en pratique et, comment dire, le gars qui a fait la préface, il a écrit « Il faudra des mois, voire des années, pour que le nouveau code révèle tous ces secrets. » Et il a ajouté « Ce sera un effort colossal pour les usagers. » En vérité, à l'époque, il se donne, à part cette phrase, féliciter de la simplification du code, de la lisibilité du code. 4 ans pour le réécrire, et aujourd'hui, il faut comme si tu avais tout oublié. Il faut tout recommencer, il faut le réduire, il faut le simplifier à nouveau. Alors, quels sont les points qu'ils prennent en premier? En premier, c'est le droit du licenciement qu'on s'attaque. Le droit du licenciement, c'est un droit de l'homme et de la femme. Le droit du licenciement, il est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le droit du licenciement, il est dans la Charte européenne des droits de l'homme de 1999. Le droit du licenciement, il est dans la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail. Et ce qui dit 5 choses, ce texte. 1, quand vous êtes licencié, ça doit être par écrit. 2, ça doit être motivé. 3, vous avez la possibilité de vous défendre. 4, vous avez la possibilité, si vous êtes licencié, abusivement de faire un recours. Et 5,
Si vous gagnez ce recours, vous avez droit à une réparation du préjudice que vous avez subi. C'est les 5 points de tous les textes mondiaux qui protègent les droits des hommes et des femmes au travail face au licenciement. Et c'est à ça qu'ils sont en train de s'attaquer. Alors, l'idéal, c'est le licenciement sans motif, c'est ce qu'a dit Gattaz quand il dit que le code du travail est l'ennemi numéro 1 des patrons. Quand Madame Parizeau, elle est plus subtile, elle dit non, le licenciement, on peut l'appeler comme ça, c'est de la séparabilité. Elle dit c'est comme un divorce. Enfin, c'est toujours le même qui garde les notes. Mais au moins, elle réunit ça au droit strictement individuel avec la notion de divorce. Et donc, elle enlève tous les droits autres qu'il peut y avoir autour. Et donc, le licenciement de ce point de vue, il cherche à le faire comme aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, un autre film, c'est Anzier, avec George Clooney. Si vous ne connaissez pas, voyez-le. C'est un film où George Clooney joue le rôle de licencieur. Il est tout le temps dans l'avion, puis quand il se pose dans une ville, il licencie. Donc, ça prend 2 minutes. Il prend la personne dans l'entreprise, il dit vous êtes licencié, on lui donne un petit carton avec ses affaires, on lui met 2 gardes du corps pour qu'elle ne parle pas avec ses collègues, et le licenciement est fini en 2 minutes. Il n'y a aucun autre droit, de ce point de vue-là, formel, qui soit attaché au licenciement aux États-Unis. Même ma fille a regardé ça, elle me disait, mais c'est pas vrai, c'est une fiction. Ah non, c'est le droit là-bas. Et alors après, vous pouvez porter plainte quand même, mais vous allez au droit au tribunal civil. Vous n'avez pas de tribunal particulier avec un droit particulier. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, aux États-Unis, il y a beaucoup de pages consacrées au procès civil sur le travail. C'est pas parce qu'il n'y a pas de code du travail qu'il n'y a pas de procès civil. Il y a même au total, dans les différents États de la Fédération, il y a 36 000 pages de droit civil consacrés au droit du travail. Vous imaginez Bayrou sortant des 36 000 pages, et c'est grâce à ça qu'on travaille aux États-Unis. Évidemment. Un petit détail supplémentaire, un peu piquant, c'est qu'aux États-Unis, il y a 18 000 morts par an. Mais il y a 200 patrons qui se font flinguer chaque année. Ça remplace les besoins du travail. Parce que, moi je dis quand on parle français, regardez là-bas quand même, puisque c'est votre modèle, c'est vers ça que vous voulez arriver. Regardez là-bas. Et le droit de licenciement, il a été en France affaibli par l'ANI, l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, par la loi Sapin du 14 juin 2013, et par la loi Macron, qui vient d'être adoptée le 8 août dernier. Alors quand même, disons-le tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les patrons ne voulaient plus de juges. D'ailleurs, les juges sont trop roulants avec le mouvement des plans sociaux avec les salariés. Regardez Fralib, ils ont duré 8 mois et demi, et le juge a dit qu'ils vont faire toute la procédure à partir de 0, c'est insupportable. Regardez PILPA, regardez PSA, regardez les batailles à Vital. Il faut raccourcir la façon de licencier en France. Alors ça, c'est Sapin qui s'en est chargé l'année dernière. Parce que Sapin, l'année d'avant, en 2013. Parce que Sapin, il a permis qu'il n'y ait plus 3 comités d'entreprise. Il a permis qu'il n'y en ait qu'un seul. Il a permis que le patron fasse le plan de licenciement et que celui-ci soit homologué par les directs. Homologué, ça veut dire approuvé, cautionné, légalisé, approuvé. Les directs ont été convoqués par Michel Sapin à Lyon. Alors on est à Charbonnières-les-Bains, Marcy-l'Étoile, Institut National du Travail, le 11-12 juillet 2013. Et qu'est-ce qu'il fait? Il convoque les 100 directs de la France, avec Combrexel. Et Combrexel leur dit, l'objectif est 0 refus d'homologation des plans sociaux. Vous les acceptez tous. Ils étaient en train de dire, on va inverser la courbe du chômage, et ils disent à leur directeur, acceptez tous les plans de licenciement. Et avec l'idée que, après ça, c'était plus les chambres sociales, parce que quand c'était les directeurs homologués, c'était les tribunaux administratifs. Et ils avaient comme idée, certes c'était une autre autorité judiciaire, mais que les tribunaux administratifs allaient dire
Et alors, ce qu'a fait Macron, c'est de corriger ça. Parce que dans sa loi, article 103 au début, dans sa loi, il est dit que quand un plan social a été retoqué par un tribunal, je cite, ceci n'a aucune incidence pour les salariés concernés qui ne sont ni réintégrés ni indemnisés. Vous gagnez en justice. Le plan est absolument infondé, mais vous n'avez rien. Ça ne vous rapporte rien. Vous n'êtes pas réintégré, vous n'êtes pas indemnisé. Macron, vous avez raison, d'ailleurs, c'est une question constitutionnelle, parce qu'il y a des raisons pour remettre en cause quand même cette injustice, mais ça ne fait rien, c'est dans la loi. Ce qui fait qu'il a protégé au moins les patrons français de deux des contraintes, le recours et la possibilité d'être préparé, sont ainsi affaiblis par la dernière loi Macron. Il a tenté de les protéger du barème, j'ai dit ça tout à l'heure. Ça n'a pas passé parce que le Conseil constitutionnel a dit non, c'est le juge qui tranche, c'est pas un barème. Mais il a encore fait deux autres choses, Macron. Un, il a supprimé les critères quand c'est des licenciements individuels. Alors vous savez cette histoire, ça avait commencé avec l'ANI. Il y avait les licenciements individuels. Il y en avait 4 des critères. Il y avait la situation sociale des salariés, l'ancienneté, la qualification et puis le poste. Et il y avait un ordre. C'est l'ordre que je viens de donner. Dans l'ANI et la loi Sapin, ils ont enlevé l'ordre. Et ils ont dit que c'est le patron qui choisissait. Vous pouvez choisir le poste à la place des critères sociaux. Alors je sais qu'on a un domaine un peu misérable parce que c'est le choix de salariés individuels les uns contre les autres. Et moi, il m'est arrivé comme inspecteur de sauver un gars qui avait 55 ans et dont je voyais bien s'il était viré, il finissait 3 mois plus tard sous les ponts. Donc j'avais dit, respecter le critère social en premier. Ah, maintenant c'est fini tout ça, il n'y a plus de critères. Alors ensuite, Macron est revenu à l'idée du périmètre des licenciements. Petit à petit, la jurisprudence était partie pour dire que quand on licencie dans un établissement, tout le groupe était concerné. Alors maintenant c'est fini. On est revenu à l'établissement. Les 4 mesures anti-licenciement, anti-protection du licenciement de Macron, c'est celle-là. C'est-à-dire que vous n'avez pas de conséquences quand vous gagnez au tribunal. Vous avez un barème. Au début, il était impératif, maintenant il est devenu indicatif. Vous avez plus de critères pour les licenciements individuels. Et le périmètre de licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise et non plus au niveau du groupe. C'est une catastrophe sur la protection des licenciements. Et le licenciement, c'est pourtant la chose essentielle pour défendre ses droits. Parce que si vous dites, j'ai demandé mes heures sup impayées à mon patron hier, puis 2 jours plus tard, vous recevez votre lettre de licenciement, vous dites c'est à cause de ce fait que j'ai demandé mes heures. Bon. Et ils veulent maintenant que ça soit plus motivé. CACAS demande la dénonciation par la France de la Convention 158 de l'OIT pour qu'il n'y ait plus de motivation. Et donc en fait leur chemin c'est d'essayer de faire Georges Clooney et la mode américaine. Alors je viens de le faire sur les licenciements, mais toute une partie de la loi Macron, toute une partie du rapport Combrexel, et toute une partie du rapport de Bruno Metling, le DRH d'Orange sur l'entreprise étendue, vont dans ce sens-là. Et avec l'idée du contrat comme élément déterminant en remplaçant la loi entreprise par entreprise. Alors, est-ce qu'on peut accepter entreprise par entreprise? Non. Parce qu'un humain, c'est le même dans le garage du coin que chez Peugeot ce jour. Le corps humain, quand il travaille dans la journée, il a besoin 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Et c'est pas l'entreprise qui doit déterminer ça. C'est le corps humain qui détermine ça. Les besoins de l'homme dans sa vie personnelle, ou dans sa vie biologique, ou dans sa vie au travail. Donc c'est pareil dans n'importe quelle entreprise, petite, moyenne ou grande. C'est le droit des humains qui doit prévaloir, et qui en l'occurrence va s'imposer dans le code. Cette façon de traiter leur public social, c'est à celle-ci que, petit à petit, dans tous les éléments, ils s'attaquent. Puisqu'ils le font aussi pour les institutions représentatives du personnel. Maintenant, vous avez les CHSCT, ils peuvent être intégrés dans l'ordre du jour des CE, des comités d'entreprise en dessous de 300. Alors, j'ai essayé, vous allez rire, j'ai essayé au bureau national du Parti Socialiste, ils ne comprennent rien, de leur dire qu'est-ce que c'était le CHSCT et qu'est-ce que ça voulait dire de l'intégrer dans l'ordre du jour du CE. Alors j'ai trouvé un piège. C'est quand cette réunion-là, il y a toujours un point international à la
Et quand vous arriverez à l'hygiène, sécurité et conditions de travail, il sera déjà 5 heures du soir, les gens regarderont leur montre, partiront, le point ne sera jamais traité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a séparé historiquement les CHSCT et les comités d'entreprise. Et vous savez qui a fait ça? Pétain. Parce que Pétain avait inventé à sa façon des comités d'entreprise. Ça s'appelait les comités pataques. C'était fait pour redistribuer des bons de rationnement pour les salariés par le biais du comité d'entreprise, ce qu'il y avait à bouffer. Et puis, il y avait quand même beaucoup d'accidents du travail. Ça les énervait à l'époque parce que les occupants voulaient que ça travaille bien, d'une part, qu'il n'y ait pas trop d'accidents et que ça produise parce qu'ils prenaient la moitié de la production pour l'Allemagne et ne voulaient pas trop d'accidents. Donc, quand ils mettaient des points comité hygiène sécurité à l'ordre des comités patates, ça ne marchait pas parce que les gens s'intéressaient aux comités patates. Et donc la sécurité passait toujours derrière. Donc un jour, ils ont séparé les CHS, le comité hygiène sécurité du comité patate, pour qu'on puisse aborder vraiment des points à l'ordre du jour. Et bien j'ai une bonne nouvelle pour vous, Rebsamen a corrigé une des avancées de Pétain. Il a modifié et fait revenir les CHSCT dans les comités d'entreprise. Donc les institutions représentatives du personnel sont mises en cause, elles sont dans le collimateur. Ils arriveront à remettre en cause tout ça, évidemment, si vous êtes plus salariés, si vous êtes tous auto-entrepreneurs, si vous avez plus des rendez-vous et des points communs, si vous êtes tous atomisés comme une nébuleuse autour de l'entreprise et d'une poignée de salariés. Ça, c'est leur projet auquel on peut pertinemment et concrètement s'opposer. Alors ensuite, est-ce qu'ils vont y arriver? Non. Nous sommes 93% de salariés parmi les actifs. Je le dis parce que en 1945, les actifs salariés c'était 55%. Il y avait 45% d'agriculteurs, de paysans, de commerçants, de professions libérales, indépendants. Et ceux-là, ils ont perdu. Ils sont passés de 45%, en 70 ans, ils sont plus de 7%. Et nous, on était 55%, on est devenu 93%. Et ça, c'est ce qui les énerve. C'est ce qui tente de faire régresser. Vous avez des journaux comme les Échos, comme le Figaro, comme l'Opinion, qui sont des journaux qui disent « Oh, le salariat redescend. Il est plus que 92%, 91%. » Ils ont du chemin à faire. Parce que souvent, il y a des imprécisions sur le salariat, même dans vos têtes. Le salariat, il est tout puissant en France. C'est d'ailleurs pour ça que le code est si important, le statut de la fonction publique. On est la majorité absolue de ce pays. Alors, on dit non, parce qu'on est très divisé. Oui. Mais pas tant que ça non plus. Ah oui, il y a beaucoup de précaires. Stop. Parce qu'il y a environ 15 à 17% de précaires. Mais 85% des contrats sont des CDI. Et même entre 29 ans et 54 ans, 95% des contrats sont des CDI. Alors vous allez dire comment c'est possible? On nous dit que 80% des embauches sont en CDD. En flux, mais pas en stock. On embauche en CDD. Mais la majorité des contrats qui existent sont des CDI. Les CDD se renouvellent, ça frappe surtout les jeunes, les femmes, les immigrés maintenant, comme ils disent les seniors, les plus vieux. Mais le corps du salariat, il est en CDI. Et pour une raison très simple. C'est qu'aucune entreprise ne peut marcher avec des CDD ou des intérims seulement. Ce qui peut permettre de produire bien, c'est des gens en CDI. Ce sont les salariés les mieux formés, les mieux traités, les mieux payés, qui produisent le plus. C'est pas les flexibles. Dans leur tête abscon, ils disent ah, il faut flexibiliser pour produire plus. Mais plus vous flexibilisez, moins vous produisez. Les flexibles, c'est dans les pays, hélas, les plus pauvres. Les durées du travail les plus longues, c'est dans les pays, hélas, les plus pauvres. Vous regardez la durée du travail la plus longue en Europe, c'est la Grèce. C'est ceux qui travaillent le plus longtemps. Ceux qui travaillent le moins longtemps, c'est les pays scandinaves, ou même la Hollande, où la moyenne de travail est 30 heures. Et dans les pays scandinaves, ils travaillent moins longtemps et ils gagnent plus. Le développement d'un pays, c'est pas la flexibilité, c'est le statut. Et c'est ce que Macron a mis en cause. Il dit on va vers une société non statutaire. C'est lui qui est à contre-courant. C'est lui qui est un has-been. C'est lui qui est du 19e siècle. L'économie a besoin de gens en pied, durables, CDI, pour fonctionner et pour progresser. Même leur économie a besoin de ça.
Alors pourquoi ils nous sortent le flexible? Pour de la propagande. Parce qu'il faut intoxiquer les esprits. Parce que si vous dites à un gars en CDI ou une femme en CDI, vous lui dites regardez, il y a des précaires à côté, vous lui faites peur. C'est pas la vérité, puisque le CDI existe et est fort, mais c'est pour lui faire peur. C'est ce qu'on nous dit tous les matins quand on se lève à la radio. Moi, je ne sais pas que vous écoutez, moi c'est Dominique Seux sur France Inter. Je suis tout seul devant mon bol de café au lait le matin, je m'énerve, rien qu'à l'entendre. Et c'est le gars qui vous dit tous les matins qu'il faut être plus flexible. Mais en fait, ce gars-là est même de leur point de vue, anti-économique. Ce qui fait progresser, c'est la règle, le droit, le confort, les capacités, la formation, le bon salaire. C'est là que ça marche le mieux. C'est pas ce qu'ils nous disent. De la même façon, ils disent on veut être compétitif. Mais ils s'en foutent de la compétitivité. Parce que s'ils voulaient être compétitifs, ils baisseraient le prix des produits qu'ils font. Pas en baissant les salaires, mais en baissant leurs profits. Celui qui diminue les profits et vous rendez les produits plus compétitifs. Mais c'est pas du tout ce qu'ils veulent. C'est pas la compétitivité qu'ils veulent, c'est les marges. Parce que Macron, il nous dit il faut les aider en haut. Parce que si on les aide, ça va finir par ruisseler sur nous. Vous savez, comme les verres de champagne, vous mettez en pyramide, vous versez le champagne dans le haut, en espérant que vous avez une petite goutte de votre verre en bas. Mais c'est pas ça qui se passe dans la vie réelle. Ça ne ruisselle pas, ça siphonne. Il remonte, il pompe comme des chalotes. C'est l'explication de ce que nous vivons. Et pourquoi? Parce que les entreprises aujourd'hui, c'est facile de dire non, Gérard, tu comprends rien au patron, tu comprends rien à l'entreprise, c'est les PME qui font de l'emploi. C'est pas vrai. Parce que les grandes externalisent pour les PME. La vérité, c'est qu'il y a 1000 entreprises en France. 1000 qui produisent 50% du produit intérieur brut. Ne vous laissez pas intoxiquer par tout ce qu'on vous dit sur les PME. 1000, 50%. 1000 entreprises font la moitié du pays. Ah oui, mais il y a beaucoup de PME, de PMI, de TI. Bien sûr, il y en a 200 000. Mais 80% d'entre elles sont sous-traitantes. Sous-traitantes. Elles dépendent du donneur d'ordre. Ce qui fait que quand l'État, en ce moment, leur donne des milliards d'aides, ils siphonnent, ils montent, ils pompent. Dans le marché suivant, la ville entreprise, elle reprenne l'argent. C'est comme ça qu'ils se concentrent, l'argent. Et alors, vous direz, oui, il y a des petites entreprises. Ben oui, il y a 1 million de petites entreprises de moins de 10. Ça fait travailler 4 200 000 personnes. Mais ceux-là sont le bas, c'est pas ceux-là qui produisent l'essentiel des richesses, ils souffrent. Même le petit patron souffre. Mais il souffre de qui? Pas du droit. Il souffre du groupe. Il souffre du donneur d'ordre. Il faut le réorienter vers son vrai ennemi. C'est pour ça qu'il faut réguler la sous-traitance. Moi je dis toujours qu'il faut prendre 3 lois. La première loi, c'est que le donneur d'ordre soit responsable de tout ce qui se passe sous ses ordres, pénalement, économiquement, financièrement, juridiquement. C'est-à-dire que Bouygues, quand il y a un clandestin chez Bouygues, c'est Bouygues qui va en prison, c'est pas le petit sous-traitant du 3e rang. Le donneur d'ordre doit être responsable de tout. La deuxième, c'est que quand il y a la sous-traitance, l'entreprise sous-traitante du point de vue des salaires doit être alignée sur la convention collective du donneur d'ordre. Parce que la sous-traitance, normalement, c'est fait pour une action spécifique que l'entreprise utilisatrice ne peut pas mener à faire. Mais là, c'est pas du tout ça. Ce qui se produit, c'est que c'est pas une action spécifique, c'est fait pour payer la main-d'œuvre moins chère, externalisée par l'entreprise du haut.